Iliane Moundib, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'Académie du Climat. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement votre activité aujourd'hui? Du coup, oui, je m'appelle Iliane Moundib, moi je suis franco-marocain. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'étais à l'École centrale de Lyon et j'ai fait aussi des études de sciences physiques à Imperial College à Londres. Et en réalité, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai 28 ans aujourd'hui, je souhaitais me consacrer à une thèse en physique fondamentale. Sauf que j'ai eu une forme de prise de conscience, même si je réfute un peu ce mot maintenant, lié aux problématiques climatiques et à l'effondrement en général en cours dans nos sociétés. Et donc j'ai décidé de me réorienter vers des travaux plutôt d'accompagnement des acteurs, que ce soit territoire ou entreprise, sous la forme de la résilience climatique, c'est-à-dire de voir en fait comment on peut construire ensemble une société qui soit sobre et qui soit résiliente par rapport aux enjeux du futur. Dans ce cadre-là, je l'ai fait sur un plan professionnel salarié pendant 5 ans et aujourd'hui je le fais de manière indépendante sous forme de conférences et de prestations de conseils. Et j'ai essayé durant mon début de carrière en tout cas de sortir cette expertise simplement du sphère du monde du conseil privé en écrivant un certain nombre de notes à destination des pouvoirs publics français, notamment de notes par le biais du laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Rousseau. J'en ai écrit 3. J'en ai écrit une sur la sobriété numérique, une sur l'adaptation au changement climatique et une 3e sur la sobriété hydrique. À chaque fois, l'objectif était de réaliser un diagnostic en fait, des enjeux liés à ces 3 questions sur le territoire français et de proposer une vingtaine pour chacun de propositions, de mesures de politique publique à mettre en place pour atténuer les effets du changement climatique et se préparer aux crises et en fait à ce que l'on a en termes de prospective à venir. Et aujourd'hui, je sors du coup un livre qui s'appelle S'adapter, fake or not, où j'ai essayé de compacter tous ces écrits sous forme d'un livre, d'un essai graphique pédagogique, où j'essaie de donner la réalité d'une France à plus 4 degrés et de trouver les moyens. Donc la trajectoire plus 4 degrés, ce n'est pas une trajectoire que j'ai choisie personnellement, c'est une trajectoire en fait qui est maintenant dans le cœur des pouvoirs publics français et du ministère de la Transition écologique comme une trajectoire de référence à notre adaptation au changement climatique. Elle correspond à quoi? Vous l'avez bien dit, à plus 3 degrés de réchauffement au niveau mondial. Ce plus 3 degrés, c'est a priori un scénario où chacun des États de la planète tiendrait et rendrait concret les engagements qu'ils ont pris lors de l'accord de Paris et lors des différentes COP en réalité. Donc, c'est avec des hypothèses un scénario intermédiaire entre le scénario de 2 degrés de réchauffement climatique, qui est le scénario objectif cible de l'accord de Paris à atteindre. Je donnerai notamment les éléments de pourquoi c'est extrêmement important de garder cet objectif de degrés, et un scénario beaucoup plus préoccupant d'emballement climatique soit parce que certains États notamment, on voit ces éléments-là avec les dangers autour du retour en arrière des États-Unis d'Amérique suite aux élections présidentielles de novembre 2024, ou parce qu'on aurait en fait un phénomène d'emballement climatique qui aurait été mal anticipé ou en tout cas face à une incertitude en fait qui est insurmontable sur la possibilité de détecter ces différents seuils d'emballement climatique. Je vous donne un exemple. Le permafrost, c'est un exemple très connu. Le permafrost est un sol gelé que vous retrouvez en Sibérie et au Canada. Et en fait, ce sol-là va contenir du méthane en particulier ou des micro-organismes qui vont produire du méthane s'ils sont en exposition avec l'air. Et donc vous avez un réchauffement climatique fort. Ce réchauffement climatique fort va faire fondre ce méthane, ce permafrost. Ce permafrost va émettre du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui vient faire réchauffer la planète, donc le permafrost qui émet du méthane, etc. Le changement climatique a un effet aussi extrêmement important sur les puits de carbone. On l'a vu notamment avec une étude de 2023 qui montrait un effondrement a priori des capacités de séquestration de nos puits de carbone forestiers dans le monde. Et ça, c'est dû en fait à un phénomène qu'on retrouve aussi en France, c'est que le changement climatique va extrêmement vite pour tous les écosystèmes, et en particulier les écosystèmes forestiers qui nous permettent de capter du carbone et donc de limiter les effets du changement climatique, puisque lorsque vous mettez une molécule de CO2 dans l'atmosphère, une molécule de CO2 anthropique, elle peut soit rester dans l'atmosphère et donc réchauffer le climat, soit être absorbée par les océans,
c'est-à-dire grosso modo participer à une dilution plus importante de CO2 et donc acidifier l'océan, soit participer à la photosynthèse des différents organismes végétaux et donc être capté notamment par les forêts. Et du coup, en fait, le souci de ces points de bascule, c'est qu'en réalité, on a d'énormes difficultés à s'accorder dans le monde scientifique sur les seuils de ces points de bascule. On ne sait pas si le permafrost va commencer à dégeler à 2, 3, 4 degrés. On a des fourchettes et ces fourchettes-là sont en général assez larges ou en tout cas nécessitent des études scientifiques en plus. C'est un champ de recherche très actif et donc des certitudes encore à construire. Et de fait, dépasser les 2 degrés, c'est ça un des grands enseignements des différents rapports du GIEC. Pourquoi on a pris cet objectif de degré? On a pris cet objectif de degré parce que c'est un objectif qui est considéré comme avec de faibles probabilités que ces différents points de bascule se déclenchent avant 2 degrés. En revanche, après 2 degrés, il y a de fortes probabilités, voire sur l'intervalle qu'on prend, des choses assurées sur le fait que ces points de bascule se déclencheront au bout d'un certain seuil de réchauffement pris en compte. Et donc en fait, on bascule dans une forme d'irréversibilité du changement climatique. Cette irréversibilité du changement climatique, ça peut être induit par le dépassement du point de bascule, mais c'est également le cas dès aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, avec le changement climatique, en fait, vous êtes sur des dynamiques d'accumulation du carbone dans l'atmosphère qui sont bien plus longues que les temps des institutions humaines. C'est-à-dire, si je résume très rapidement, ça c'est les questions d'inertie climatique, si j'arrête demain matin d'émettre du carbone dans l'atmosphère, nous resterons à une élévation de température au niveau mondial autour de 1,3-1,4 degrés. Nous n'aurons pas, ou un retour en arrière assez peu significatif, sur les températures globales planétaires. Nous n'aurons pas de refroidissement, mais une stabilisation. Ce qui veut dire qu'en réalité, et ça par exemple le Haut Conseil pour le climat l'écrit, les températures extrêmes qu'on a connues lors de l'année 2022 seront la moyenne en 2050 dans un scénario de réchauffement de 2 degrés. Donc même si nous tenons en fait l'accord de Paris avec un réchauffement du climat contenu, nous allons devoir gérer des choses que nous n'arrivons pas à gérer aujourd'hui. Si je rappelle ce qui s'est passé en 2022 en France, puisqu'on a un peu de mal à se souvenir de tous ces événements et toutes ces catastrophes puisqu'elles s'accumulent, c'était une des premières fois où il n'y avait plus d'eau au robinet dans certaines régions, notamment en Pyrénées-Orientales, et où il y avait les incendies très importants qui ont ravagé la Gironde, ainsi que plusieurs jours de vagues de chaleur qui ont eu des impacts importants sur la mortalité, notamment la mortalité des personnes âgées en France. Et donc, en fait, c'est dans ce cadre-là que l'adaptation doit prendre en compte cette irréversibilité et qu'il faut s'adapter. Mais il y a un écueil, du coup, dans ce terme de l'adaptation. Cet écueil, c'est de dire qu'on pourrait s'adapter à 3, à 4 degrés. Donc, le seuil de référence, la trajectoire de référence au changement climatique en France, c'est 3 degrés dans le monde qui correspond à 4 degrés en France, puisque la France et l'Europe se réchauffent plus rapidement que la moyenne du monde, plus rapidement que les océans, qui sont les zones du monde qui se réchauffent moins vite, mais aussi plus rapidement que certains continents. Et en réalité, du coup, en fait, le principal souci de cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, c'est une anticipation de risque, mais moi, ce qui me dérange en particulier, c'est que sur le colloque qui était animé en janvier 2024 pour lancer cette initiative, lancer ce plan national d'adaptation au changement climatique, le sous-titre était « La France s'adapte, vivre à plus 4 degrés ». Et quand vous regardez la couverture orange du plan national d'adaptation, le troisième, vous avez encore ce sous-titre « Vivre à plus 4 degrés ». Or, rien ne dit que l'on s'arrêtera à plus 4 degrés en France en réalité, et rien ne dit non plus que nous pourrons nous adapter à plus 4 degrés de réchauffement et à plus 3 degrés de réchauffement dans le monde. Et donc, en réalité, je voudrais réagir par rapport à ces éléments-là à la discours de politique générale qui a été réalisé par le Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier nous parle d'une double dette, une dette écologique et une dette financière. Il n'y a pas de dette écologique, puisqu'en fait, ce qu'il y a, c'est une destruction progressive des conditions d'habitabilité de la planète et de notre pays. Et ces destructions ne se remboursent pas. C'est un prisme de voir en fait une forme d'action climatique qui serait une morale. On aurait fait mal par le passé, il va falloir rembourser nos erreurs. Ce n'est pas ça. Il y a le double élément de si nous dépassons les seuils d'irréversibilité climatique, les seuils plutôt de déclenchement de points de bascule
nous allons perdre le contrôle complet sur le système climatique et donc remettre en cause fondamentalement les possibilités de nous adapter et de garder une société en fait qui a un minimum de cohésion et d'organisation et qui permette surtout d'assurer les besoins vitaux de toutes et tous. Et en particulier, on va se retrouver dans une situation où l'adaptation ne sera du coup pas forcément possible. D'accord, donc si on a bien compris, pour résumer, lorsqu'on parle d'irréversibilité du climat, on a cette première partie qui est l'inertie. De toute façon, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, même si on arrêtait demain, ce n'est pas une raison pour ne pas stopper, en tout cas essayer de réduire les émissions de CO2 ou de revitaliser la biodiversité. Mais en tout cas, aujourd'hui, les discours sont plus sur, et ça va être le sujet de votre livre, sur maintenant il faut s'adapter. S'adapter, effectivement, on n'a pas une borne. La borne des 4 degrés, comme vous l'avez dit, c'est ce qui paraît le plus plausible, puisque les 1,5 degrés ont été abandonnés. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes un peu sérieuses, on y est déjà là en 2024, donc on se projette à 2100, on est largué. Et quand vous l'avez dit aussi sur peut-être le fait que certains pays, continents comme l'Europe ou les Amériques ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs de Paris, il y a aussi une autre partie, ça ne fait pas partie de la discussion, mais c'est pour éclairer les auditeurs, toute la partie des pays émergents, c'est-à-dire l'Afrique qui va passer à 2 milliards de personnes d'ici là, l'Inde qui progresse aussi, et ces pays-là, lorsqu'ils sont en progression, brûlent malheureusement aujourd'hui beaucoup d'énergie fossile, parce que c'est pas cher et c'est sur place. Et on a quand même la Chine qui a un virage vers les énergies un petit peu plus propres, comme le solaire, l'éolien ou le nucléaire, mais qui a tellement de besoins qu'ils construisent aujourd'hui autant d'usines à charbon que d'usines nucléaires. Donc maintenant, passons sur les faits. Donc maintenant, comment vous voyez l'adaptation? Alors, je ne sais pas si votre sujet c'est le monde entier ou si c'est la France, ce qui est déjà pas mal. Comment vous voyez la France et les différentes thématiques d'adaptation, pour pouvoir pas affronter ces 4 degrés, mais en tout cas à continuer à avoir une existence vivable au niveau des besoins primaires des hommes, se nourrir, se loger, boire, d'ici on va dire 2050. Oui. Déjà sur cette introduction, effectivement, par rapport au pays, à la dynamique du monde sur le réchauffement climatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de transition énergétique. En fait, ce qu'il y a eu depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est un empilement énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie primaire que nous consommons, que nous utilisons, provient de la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon. On était, on va dire, il y a un siècle à 100% de proportion, mais en fait, on a eu une multiplication par 15 de la consommation d'énergie primaire depuis 1850-1900. Et en réalité, aujourd'hui, les projets d'énergie renouvelable, les projets de nucléaire, ou en tout cas tous les projets de production énergétique bas carbone, sont des projets qui ne vont pas se substituer à un moyen fossile, ce sont des projets qui vont venir, en fait, décarboner une partie d'énergie supplémentaire que l'on voudrait consommer. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental à comprendre, c'est qu'on est dans une forme d'empilement énergétique. Or, pour arrêter le changement climatique, il faut arrêter d'émettre dans des proportions très significatives, moins 80, moins 90%, la combustion d'énergie fossile. Dans ce cadre-là, le mot décarbonation a un biais, puisqu'il propose une substitution en réalité. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est ce qu'on appelle la décombustion. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles en réalité pour arrêter le changement climatique. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a des pays occidentaux qui ont la responsabilité la plus importante sur le changement climatique, puisque le changement climatique n'est pas dû uniquement aux émissions présentes, mais aux émissions historiques. Et dans ce cadre-là, les émissions historiques sont très importantes, notamment pour des pays comme les États-Unis d'Amérique, qui sont les premiers largement sur ce secteur-là, des émissions historiques, et notamment le Royaume-Uni également, la France, enfin tous les pays qui ont entamé l'ère industrielle et donc qui ont entamé la combustion de masse d'énergie fossile. Et aujourd'hui, effectivement, on est avec des pays, on va dire en développement, ou le Sud global, qui est dans ce dilemme-là d'arriver à assurer une augmentation de la qualité de vie des populations en consommant de l'énergie, et avec cette vision, effectivement, si les Occidentaux ont utilisé des énergies fossiles, pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser des énergies fossiles nous-mêmes?
Et donc, en fait, il y a tout ce diagnostic-là de comment on arrive à embarquer dans une transition globale et donc à une décombustion globale, c'est-à-dire en fait de laisser cette énergie fossile sous le sous-sol. C'est extrêmement important de comprendre que pour tenir l'objectif de degrés, il ne faut plus qu'il y ait une nouvelle exploitation pétrolière. Et si on veut tenir le 1,5 degré, même après un dépassement, c'est-à-dire on dépasse le 1,5 degré, on arrive à y revenir, ça s'appelle la trajectoire overshoot, une des trajectoires overshoot du GIEC, il va falloir fermer de façon anticipée un certain nombre de gisements de pétrole, de gaz et de charbon. Et donc, en fait, en réalité, ce qu'il faut trouver aussi, il faut comprendre que la relation entre le Sud global et les pays occidentaux est une relation qui enferme le Sud global dans un modèle de développement extrêmement dépendant d'une forte ébriété énergétique, en fait, dans une reproduction du modèle occidental. Pourquoi? Puisque, en fait, depuis la révolution industrielle et depuis notamment le modèle d'économie coloniale puis néocoloniale, on se retrouve dans une situation où les pays occidentaux vont avoir, les pays du Sud global ont des dettes, en particulier vers les pays occidentaux, des dettes construites suite à l'époque coloniale, et ces dettes vont forcer à ce que ces économies du Sud global se hyper spécialisent sur un domaine, sur la production d'une matière première, c'est-à-dire sur le raffinage du pétrole, par exemple, pour des économies comme le Venezuela ou pour des économies qui ont beaucoup de pétrole, le raffinage du lithium chilien ou du cuivre chilien également, les questions des minerais de cobalt au Congo et avec notamment ce qui s'y passe en termes d'horreur et dans le conflit qui l'oppose au Rwanda, dans cette région-là. Et donc en fait, toute cette dynamique-là, c'est une dynamique d'hyper-spécialisation des pays du Sud qui ne les rend absolument pas résilients puisqu'il suffit d'une fluctuation très importante du prix de ces matières premières-là pour soit effondrer complètement l'économie, c'est ce qui s'est passé notamment avec les prix du pétrole au Venezuela, donc ces éléments-là. Et de l'autre côté, l'Occident, du coup, arrive à créer des relations commerciales où ils vont s'approvisionner les routes vers les matières premières, d'accord, puisque les économies du Sud global sont hyper spécialisées dedans, et de l'autre, elle va s'offrir des débouchés de marché, c'est-à-dire, grosso modo, elle va venir transformer ou participer à la transformation de l'intégralité du produit et ensuite les réexporter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une économie africaine, on va dire, enfin des formes d'économie africaine résilientes et qui produisent dans la diversité, elles vont produire sur une ou deux matières premières très importantes et ensuite racheter, notamment aux pays occidentaux, tout le reste, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire les biens de première nécessité, les soins, les médicaments, etc. Et donc ce modèle économique-là, il forme fondamentalement un verrou, puisque si on veut augmenter la qualité de vie de ces populations-là, il faut qu'ils arrivent à développer ou qu'on les laisse développer, qu'on ait des types de relations commerciales différentes qui permettent à ces pays de réaliser un développement équilibré et résilient sur l'intégralité de leur activité et non pas une hyperspécialisation. Cette hyperspécialisation coûtera également aux pays occidentaux beaucoup dans une forme d'idéalisme de la décarbonation, c'est-à-dire en fait la substitution d'un extractivisme fossile vers une partie d'un extractivisme métallique, c'est-à-dire en particulier sur les questions de véhicules électriques pour y aller très vite. Bien entendu, par exemple qu'en France, c'est mieux d'avoir au même poids un véhicule électrique parce que le véhicule électrique va émettre moins au kilomètre et ne provoquera plus de problèmes de pollution de l'air. En revanche, ça dépend du coup de chaînes de valeur qui sont notamment sur des matières premières qui deviennent critiques, le cuivre, le lithium par exemple, et qui sont très concentrées sur très peu de pays, notamment le Chili. Et le Chili est un pays qui est extrêmement touché par, déjà aujourd'hui, des événements très importants de sécheresse et de stress hydrique qui viennent déjà forcer une partie des autorités chiliennes à arbitrer entre l'eau au robinet des populations locales et la mine d'extraction de cuivre et de lithium. Et donc ça, fondamentalement, c'est quelque chose qui est assez mal anticipé ou dont on parle assez peu. C'est est-ce que physiquement, les ressources seront disponibles? Est-ce qu'elles seront physiquement disponibles géologiquement? Ou est-ce qu'elles seront même contraintes par les conséquences même du changement climatique sur le commerce international, donc l'extraction des matières premières en elles-mêmes, mais également sur les routes commerciales. Par exemple, il y a cette question des ports et de l'élévation du niveau de la mer. Et donc, cette prospective-là, je la trouve
assez absente du débat public. Et ça revient en fait à une considération un peu idéale, magique de la transition, qui serait du coup quelque chose qui se ferait naturellement et sans heurts. Bien naturellement, il va y avoir des choses difficiles à organiser et des choses qu'il faut anticiper en tant que société pour se préparer. Donc, si on revient maintenant à la question que vous me posez sur l'adaptation au changement climatique, je pense qu'on peut donner un premier panorama de à quoi ressemble une France à plus 4 degrés. Une France à plus 4 degrés, c'est une France qui n'a pas 4 saisons, elle en aura 7. Elle aura 3 nouvelles saisons qui viendront. Une saison de vagues de chaleur et des saisons en fait, où l'été sera quasi invivable en réalité, donc une saison de vagues de chaleur qui va se rajouter à la saison estivale, qui va prendre une partie de la saison estivale, une partie également de trop d'eau, d'inondations permanentes, c'est-à-dire en réalité une période sur l'été et l'automne où on aura un excès d'eau sur une partie du pays qui nous forcera à nous confronter à des inondations du type des événements de Valence qu'on a connus à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre 2024. Et il y aura une troisième saison qui sera aussi plutôt placée sur la partie printemps-été. C'est la saison de sécheresse très importante, c'est-à-dire en fait d'avoir des sols qui ne sont plus en capacité d'absorber de l'eau et des nappes au plus bas, ainsi que des débits des fleuves au plus bas. Ça peut sembler paradoxal de parler d'à la fois du trop d'eau et du pas d'eau du tout en même temps, mais en fait c'est tout à fait logique. Ce qui se passe, c'est qu'avec le changement climatique, vous augmentez la température moyenne et vous augmentez les extrêmes chauds. Si vous augmentez les extrêmes chauds, vous vous retrouvez dans des conditions, notamment si on va loin dans les scénarios de réchauffement, d'invivabilité pour le corps humain ou en tout cas de choses très pénibles en été. Mais une atmosphère plus chaude, c'est une atmosphère qui peut contenir plus d'eau. Donc quand il fait plus chaud, en réalité, vous avez plus d'évaporation et plus d'évapotranspiration. Évapotranspiration, ça correspond aux végétaux. Et évaporation, cours d'eau, nappe, etc., plus classique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, cet excès d'eau qui va s'évaporer ne va pas retomber d'un coup. Au contraire, il va retomber d'un coup, il ne va pas retomber progressivement. En fait, ça va augmenter les précipitations extrêmes parce que, en particulier, vous avez une caractéristique de l'Europe, notamment de l'Europe du Sud, c'est d'être accolée à la mer Méditerranée, et la mer Méditerranée se réchauffe plus rapidement que les autres mers, puisqu'elle n'a qu'en fait, en termes d'ouverture avec l'océan universel, donc l'océan Atlantique, qu'un détroit de 13 km. Donc en fait, c'est un lac, la Méditerranée, si l'on peut dire. Et cette Méditerranée, elle est très régulièrement maintenant, en 2022, elle était 5 degrés plus chaude que la moyenne, en 2024, elle était 4 degrés plus chaude, et donc en fait, c'est une forme de petite bombe, cette Méditerranée extrêmement chaude qui chauffe en été, puisqu'on a des accumulations d'eau, d'eau qui vont venir se stocker dans l'atmosphère et qui vont venir retomber d'un coup, exactement comme les événements qu'on a connus à Valence. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique, c'est trop chaud. Mais ça, tout le monde est d'accord, c'est la chose la plus facilement anticipable, mais c'est aussi une exacerbation des deux extrêmes du cycle hydrologique. C'est du trop d'eau et du trop sec en même temps. Et donc une France 4 degrés, c'est une France qui doit gérer les trois, du trop chaud, du trop d'eau, du trop sec en même temps, avec toutes les contradictions que ça apporte. De même, une France sous 4 degrés ou une France qui est sous changement climatique, de façon importante, elle doit gérer un autre problème de trop d'eau qui est différent de celui lié aux précipitations, c'est celui de la submersion marine et de l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, c'est une dynamique globale qui a une caractéristique, c'est qu'elle se poursuivra même après la neutralité carbone, l'atteinte de la neutralité carbone, parce qu'en réalité, elle dépend de mécanismes qui sont principalement la dilatation de l'eau. Donc en fait, l'eau, quand elle est chaude, plus chaude, l'eau des mers, elle prend plus de place. C'est exactement ce qui se passe quand vous mettez de l'eau à bouillir pour cuire vos pâtes, par exemple. Elle prend plus de place. Et en fait, les différents courants océaniques vont perpétuellement ramener la pellicule d'eau chaude et plus dense vers le fond des océans. Et donc en fait, vous avez cette circulation, et cette circulation des différents courants marins va en fait ramener une eau froide perpétuellement en pellicule de surface et donc qui va regonfler, etc. Et cette dynamique va se poursuivre
même après changement climatique. Et donc, on a une dynamique qui est irréversible. Quels sont les ordres de grandeur associés? Dans le dernier rapport du GIEC, on est sur des scénarios qui vont entre, on va dire, 40 et 80 cm d'élévation du niveau de la mer. C'est un petit peu moins que ce qu'il y avait dans le rapport précédent, où on était entre 60 cm et 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Les ordres de grandeur ont peu d'importance, disons partons sur 1 mètre d'élévation. 1 mètre d'élévation du niveau de la mer en France, ça représente 1,4 million de personnes qui sont potentiellement submergées très régulièrement dans l'année. Une mer plus haute, une élévation du niveau de la mer importante, c'est plus de vagues de marée, de vagues de submersion et également d'intrusion des eaux de mer dans les aquifères et donc salinisation des aquifères et donc une forme de pénurie quantitative sur l'eau douce, puisque en fait vous avez une eau qui devient impropre à l'agriculture et vous avez des sols contaminés par de l'eau salée et donc qui vont avoir un effet de perte de rendement et de destruction des productions agricoles. Et en réalité, cette élévation du niveau de la mer, aujourd'hui, c'est peut-être une des dynamiques climatiques où on souffre le plus de l'incertitude que j'ai décrit dans le début de l'entretien, c'est qu'en fait, en réalité, il y a des phénomènes qui peuvent provoquer des élévations du niveau de la mer beaucoup plus importantes que dans les scénarios les plus pessimistes. En particulier, quand vous prenez les rapports du GIEC, le dernier rapport du GIEC, la R6, donc le rapport qui a été publié au cours des années 2021 à 2022 en 3 volets. Dans le premier volet, sur l'élévation du niveau de la mer, il y a un affichage d'une nouvelle trajectoire qui s'appelle une trajectoire faible probabilité, fort impact, qui est une trajectoire en fait qui mènerait à 1,50 m à la fin du siècle, 2 mètres, quand la trajectoire la plus pessimiste, la trajectoire on va dire au-dessus du 3 degrés dans le monde, donc de retour en arrière sur les objectifs climatiques, qui donne 80 cm. Donc cette trajectoire-là donne 1,50 m et cette 1,50 m est expliquée par une désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest, puisque en fait, à force d'élévation du niveau de la mer, vous allez avoir une partie de l'Antarctique de l'Ouest qui peut être déséquilibrée, donc se détacher et venir fondre et augmenter très rapidement la quantité d'eau sous forme liquide dans les océans. Et donc ça nous ferait une élévation de la mer de 1,50 m. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est très ennuyeux parce que les scientifiques ne s'accordent pas sur le seuil auquel l'Antarctique de l'Ouest pourrait se déclencher. Et également, quand elle présente les différents travaux du GIEC, le GIEC, c'est en fait une compilation de tous les modèles climatiques des différents laboratoires qui existent. Et quand le GIEC va présenter des résultats d'élévation de température ou d'élévation du niveau de la mer dans ses rapports, eh bien, le GIEC va présenter une médiane ou une moyenne de tous ces modèles. Et donc, en particulier, ces médianes ou ces modèles vont agréger des modèles qui donnent par exemple une désintégration de l'Antarctique de l'Ouest à 2,1 degrés avec d'autres modèles qui donnent une désintégration de l'Antarctique de l'Ouest à 4 ou 5 degrés. Et donc malheureusement, cette agrégation des modèles du GIEC lisse fondamentalement les valeurs extrêmes et les valeurs d'irréversibilité climatique. Elles ne sont pas visibles. C'est pour ça que c'est aussi une limite très importante de l'objet du 3 degrés des engagements. C'est si on a de la chance et si le système climatique se comporte bien comme la moyenne ou la médiane de tous les seuils de déclenchement de points de bascule. Et en fait, cette question des points de bascule, elle est assez peu abordée. Chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'en France, on dimensionne aujourd'hui le peu de politique, les politiques publiques qu'on a, mais qui sont assez peu efficaces sur la relocalisation des activités liées à l'élévation du niveau de la mer, sur une valeur comprise entre 60 cm et maintenant rehaussée progressivement vers 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est les rapports médians du GIEC. Mais nos voisins ne font pas ça. Nos voisins, notamment belges, anglais, britanniques et néerlandais, ne prennent pas des niveaux d'élévation du niveau de la mer pour dimensionner leur politique publique de 1 mètre, ils prennent 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres et demi. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas se permettre d'avoir l'incertitude sur ces modèles et donc on va rehausser volontairement ces dimensions de politique publique. Jusqu'à très récemment et jusqu'au PNAC 2, il y avait même un critère, on va dire, de sanction lorsque les dimensionnements d'élévation du niveau de la mer dépassaient le seuil de 60 cm en France.
Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental à comprendre. C'est encore un élément d'incertitude. Ce seuil qui sont donnés, ce sont des seuils qui ont plein de limites physiques et qui, en particulier, ne sont peut-être pas de la bonne gestion des risques parce qu'elles ne se dimensionnent pas sur un extrême, mais sur une médiane dans le cadre d'un scénario choisi. Une France à plus 4 degrés, c'est aussi une France où les puits de carbone dépérissent, en particulier les forêts dépérissent. Nos forêts, elles sont déjà, en France, elles séquestrent à peu près 8% de nos émissions de gaz à effet de serre et elles en séquestrent de moins en moins. Elles en séquestraient environ, il me semble qu'elles ont séquestré sur la décennie 2012-2024 40 mégatonnes de CO2 environ, et en fait, sur la décennie précédente, elles en avaient séquestré 60. Si il y avait eu un titre de presse assez important qui disait que les forêts françaises, en 2021 ou 2022, avaient séquestré 2 fois moins de carbone. Ça, c'est une comparaison de l'année 2022 ou 2023 par rapport à la décennie précédente. Et donc, les chiffres, c'est plutôt 40 et 60 aujourd'hui. Mais bon, il y a une dynamique. La dynamique, c'est qu'il y a une augmentation très importante du volume de bois mort et donc des difficultés de nos forêts à séquestrer du carbone. Et ça, c'est déjà en fait une partie des effets du changement climatique qui se couplent avec des effets d'une surexploitation de nos forêts qui devient de plus en plus intense pour en fait accentuer l'usage de la ressource bois, notamment pour le bois chauffage, mais aussi pour le bois construction. C'est-à-dire que pour notre décarbonation, on a une exploitation plus intense des forêts qui est prévue dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc, en réalité, le changement climatique va très vite sur nos forêts, et plus on va loin dans le changement climatique, plus en fait nous ne savons pas l'état dans lequel nous allons laisser nos forêts. Nous sommes face à une incertitude aussi très importante. Pourquoi ? Parce que les systèmes forestiers sont des systèmes extrêmement compliqués à analyser, sur lesquels on a besoin encore de sciences et de connaissances scientifiques là-dessus. Et également, donc quel est le lien entre, on sait à peu près trouver les conditions biologiques dans lesquelles une forêt peut vivre, mais on a du mal à savoir notamment les conditions biologiques dans lesquelles tout un pan d'une forêt vont mourir. Pourquoi ? Parce que le changement climatique va surtout déplacer un certain nombre de ravageurs qui sont en contact qui vont mettre en contact des essences d'arbres avec des prédateurs, des ravageurs auxquels ils n'avaient pas l'habitude d'avoir accès, et donc on peut avoir des ravages très importants. Et ces ravages très importants seront d'autant plus puissants qu'on aura une homogénéité génétique très forte entre les différentes plantations d'essences dans notre pays. En fait, l'homogénéité génétique est un garant aujourd'hui de rendement important, mais ce n'est pas un garant de résilience. On retrouve exactement le même souci, et c'est le quatrième point que je vais aborder, dans l'agriculture. On a une agriculture aujourd'hui qui est extrêmement spécialisée, qui va dans un paradigme global qu'on appelle le néolibéralisme, qui vient des théories de Ricardo, c'est-à-dire des avantages comparatifs, et d'Alan Smith de la main invisible du marché, qui est l'idée en réalité que nos sociétés, l'optimum de nos sociétés et du commerce mondial, c'est que chaque région s'hyper spécialise sur une production qu'elle réalise pour maximiser le profit qu'elle peut tirer de cette production, et qu'ensuite qu'elle utilise cet excès d'argent, cet excès de profit sur la ressource pour réimporter tout le reste, et donc avoir une hyper spécialisation des régions. C'est le cas de notre agriculture. Notre agriculture est de plus en plus spécialisée. Nous n'avons plus de souveraineté alimentaire en France parce que, en partie, une énorme partie de notre production alimentaire vient de la production notamment de maïs de blé et de céréales, notamment de maïs qui ont des empreintes hydriques pour partie très importantes. Et donc cette hyper spécialisation sur les productions de maïs crée aussi une accélération du cycle de l'eau en augmentant les besoins d'irrigation et en augmentant du coup la quantité d'eau utilisée pour l'agriculture. Et donc ces productions ont une caractéristique aussi, c'est exactement comme nos forêts, elles sont très homogènes génétiquement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'avec le changement climatique, on peut se retrouver avec des mises en contact avec des ravageurs qui détruisent tout. On se souvient notamment
sans ravageurs, mais simplement du fait des conditions de sécheresse très importantes qu'il y a eu en 2022. Une partie très importante de différentes productions agricoles ont été détruites par le fait qu'il manquait beaucoup d'eau, et on a dû notamment activer les questions les assurances liées aux calamités agricoles lors de cette période. Il y a également des phénomènes un peu plus compliqués, c'est-à-dire de gelée tardive. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un hiver plus doux avec le changement climatique et d'un coup, qui en fait permettrait l'éclosion des bourgeons d'un type de production, prunes, abricots, etc. Et en fait, d'un coup, on aurait une gelée qui, une fois la vague de chaleur hivernale passée, on reviendrait aux conditions hivernales, et malheureusement, la physiologie des espèces ont fait qu'elles ont déjà déclenché la suite de leur processus biologique, et donc une destruction très importante de production agricole de façon assez puissante et généralisée. Et donc vous voyez ici, par ces éléments-là, encore des éléments qui ne sont plus que des caractéristiques d'exposition au changement climatique. Il y a des caractéristiques de vulnérabilité d'un certain nombre d'activités économiques. Ces caractéristiques, en fait, lorsqu'on fait une analyse de risque climatique, on a deux éléments. On analyse l'exposition, c'est-à-dire l'évolution du climat sur une zone géographique, et on analyse les vulnérabilités, c'est-à-dire les caractéristiques qui vont renforcer ou pas les effets d'un aléa climatique. Eh bien, l'homogénéité génétique des productions agricoles ou forestières est une caractéristique de vulnérabilité très importante au changement climatique, parce que ça fait plus de sensibilité à certaines conditions climatiques variables. Ce sont des productions qui sont faites pour être hyper performantes dans un climat stable. Le climat n'est plus stable. Ce sont des productions qui sont faites pour être hyper performantes à condition qu'elles ne soient pas mises en contact avec un certain nombre de ravageurs, etc. Et c'est quelque chose qui va aussi favoriser tout ce qui est feu de forêt ou départ de feu dans des exploitations agricoles. Puisque quand vous avez des essences qui sont similaires, et ben ces essences, le feu se transmet de proche en proche et a donc plus de facilité à devenir rapidement incontrôlable. Donc ça, c'est la question des forêts. Il y a aussi d'autres territoires qui ont une caractéristique de vue, qui sont très exposés, très à risque du changement climatique. Ce sont bien sûr les territoires de montagne. Les territoires de montagne vont connaître une ablation très importante des glaciers de montagne, qui sont des éléments qui vont progressivement disparaître et qui sont déjà en train de disparaître significativement, mais ils vont aller jusqu'à probablement une disparition complète d'ici 2050, voire même avant. Et une disparition, une division par deux très importante du manteau neigeux à des altitudes où il était assez épais, et il permettait notamment un certain nombre d'activités touristiques comme le ski. Et donc en fait, vous avez une vulnérabilité économique fondamentale des territoires de montagne. C'est une dépendance extrêmement importante à l'industrie du tourisme et notamment à l'industrie du ski, et le fait que ce ski et que la déplétion de la couverture neigeuse, la disparition de la couverture neigeuse va forcer à la reconversion de ces territoires ou à leur fuite en avant. Et aujourd'hui, on est plus sur une dynamique de fuite en avant en utilisant des infrastructures type canons à neige qui sont en fait des méga-bassines en montagne et qui consomment énormément d'énergie et qui accaparent aussi la ressource en eau pour permettre de garder une saison de ski. Mais ce sont des fuites en avant. On est exactement sur le dilemme de la Reine Rouge, c'est-à-dire que dans ce système-là, on est obligé de courir toujours plus vite pour rester sur place en réalité, et à un moment, on n'a plus d'énergie et le tapis nous emporte. Donc, c'est exactement les dynamiques qui existent aujourd'hui dans les territoires de montagne, mais aussi sur une partie de l'activité agricole avec les méga-bassines, c'est-à-dire on a une pénurie d'eau, et bien on va accaparer une partie de l'eau dans les nappes hivernales pour assurer notre activité, et en fait, on est capable de le faire parce qu'on est l'acteur le plus puissant du territoire, et donc on arrive à avoir l'accès direct à des politiques publiques qui permettent de protéger son activité au détriment des activités des autres agricultrices, agriculteurs qui ont, eux, des formes d'agriculture pour certains en partie plus résilientes et en partie plus diversifiées. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle ces éléments-là, canon à neige, méga-bassine, c'est ce qu'on appelle de la maladaptation. Et dernier territoire dont je voudrais parler, parce qu'on en parle assez peu, ce sont nos territoires d'outre-mer. Dans les outre-mer, on est déjà dans une situation très importante de pénurie sur les questions d'eau, notamment du fait de pénurie plutôt qualitative. Donc par exemple, c'est l'exemple du chlordécone, mais l'exemple de tous les polluants vaut, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez moins d'eau,
parce qu'une partie de cette eau n'est pas consommable. Et l'effet du changement climatique lié à ces pollutions, c'est qu'elle va renforcer les effets des pénuries qualitatives. Quand vous avez des polluants dans un cours d'eau, en réalité, ces polluants, eh bien, ils ne vont pas s'évaporer avec le cours d'eau. Et donc, si vous avez structurellement moins d'eau dans vos cours d'eau, moins d'eau dans vos nappes, moins d'eau dans vos lacs, eh bien, de fait, vous avez des polluants plus concentrés et plus dangereux pour la santé. De même, une partie des territoires d'outre-mer vont être concernés par des événements cycloniques plus importants. Les cyclones sont renforcés par le changement climatique parce qu'ils ont besoin d'une eau chaude pour s'évaporer et de certaines conditions qui vont les mettre en mouvement. Et donc, aujourd'hui, on a très peu de connaissances scientifiques, en tout cas de certitudes, sur les effets du changement climatique sur les cyclones, puisqu'en fait, c'est des cycles très longs et il faut des données très longues pour voir vraiment les influences, mais on sait qu'au moins leur intensité va se renforcer. Et donc, les problèmes sur nos outre-mer, notamment nos outre-mer insulaires, vont se matérialiser par aussi des problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer et donc à des submersions marines et en plus avec des événements type cyclonique qui seront inconnus en métropole. Et ici, un des deux problèmes très importants qu'on a qui rendent de caractéristiques de vulnérabilité de ces territoires, ce sont en particulier l'habitat informel qui provoque de l'artificialisation des sols et qui provoque en fait une sensibilité extrêmement importante à ces événements-là et qui vont venir aussi détruire, en plus de l'urbanisme et du tourisme, des écosystèmes tampons en fait, de ces tempêtes, c'est-à-dire des mangroves, tous les systèmes dunes, tous les écosystèmes côtiers qui vont venir en fait limiter l'impact des vagues de submersion. Donc voilà un peu un panorama global de notre territoire sous changement climatique. Donc vous comprenez normalement que c'est quelque chose qui n'a quand même plus rien à voir avec les conditions climatiques dont on a aujourd'hui. Pour terminer un peu ce point, les événements qu'on a connus à Valence avec ces inondations terribles qui ont causé des centaines de morts et puis surtout des images absolument d'apocalypse, en fait ça c'est un extrême climatique sous 1 degré de réchauffement planétaire. Et donc l'idée d'une France 4 degrés, c'est d'imaginer, c'est la moyenne simplement, d'accord, de la moyenne et ces extrêmes sous 3 degrés de réchauffement climatique mondial. Le changement climatique a la caractéristique qu'il va décaler la moyenne, il va décaler les événements extrêmes d'aujourd'hui vers la moyenne, donc ils seront plus fréquents, et va créer de nouveaux événements extrêmes qu'on n'a jamais connus. Donc en gros, les crises vont augmenter en fréquence et en intensité, et du coup, pour s'adapter pour de vrai, il nous faut nous doter des institutions qui nous permettent d'intégrer cet état de fait prospectif climatique et de l'intégrer en prenant en compte le fait qu'il va falloir absolument en même temps réduire nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse gérer l'ingérable et parce qu'en fait, plus on ira loin dans le changement climatique, plus nous serons confrontés à une incertitude insurmontable. Bon, Eliane, il y a beaucoup de choses. Le constat n'est pas très rassurant, effectivement, sur ce dérèglement climatique. Donc, si on résume un petit peu, on a vu qu'il y avait une modification du cycle de l'eau qui amène donc des périodes de sécheresse, d'inondation, et puis par rapport à l'eau aussi, de la France a beaucoup de côtes, et puis dans les outre-mer, ils n'ont que ça. Donc, de l'élévation du niveau de la mer. Donc, tout cet effet-là, chaleur plus hydrique, stress hydrique, fragilise les végétaux, que ce soit les forêts, les prairies, les montagnes ou l'agriculture, puisque ce sont nos végétaux. Et tout ça aussi fragilise la biodiversité, puisque lorsqu'on détruit des endroits où les animaux peuvent vivre, comme les forêts, il n'y a pas que les bois qui dépérissent, il y a aussi tous les habitants de la forêt. Donc maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a des pistes, justement, là le gouvernement vient de sortir avec un an de retard leur plan d'adaptation, est-ce qu'on a, tu as des idées de pistes pour justement arriver à cette société, on va dire française dans un premier temps, et effectivement ça devrait se généraliser dans le monde entier, mais je pense qu'on a déjà pas mal de boulot en France, puis je pense que chaque territoire est différent. Donc aujourd'hui en France, comment on atteint cette société, comme tu disais tout à l'heure, plus sobre, plus résiliente, et moi j'aurais envie de dire plus robuste, un terme qui revient maintenant aujourd'hui dans le discours, la robustesse des sociétés, qui est moins agressif que résilience, où la résilience c'est quand on est attaqué, et qui fait un peu moins peur que la sobriété, qui a toujours l'impression de faire de la décroissance.
Voilà, donc quelles sont tes pistes aujourd'hui pour redonner un petit peu de baume au cœur à tout le monde et puis surtout pour donner de l'espoir et avancer et qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui? Alors moi j'avais pris 2 thématiques en particulier, mais on peut voir les autres, qui sont celles de l'agriculture, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est devenu pas monoculture, mais on fait beaucoup de lait, par exemple, quand on exporte. On exporte beaucoup en Chine de crème fraîche, j'ai appris ça récemment. On a effectivement le blé, le maïs, et il y a d'autres choses qu'on importe, puisqu'on n'en fait plus. Hein, on importe tout ce qui est tomates, enfin, on voit qu'elles viennent beaucoup d'Espagne ou d'ailleurs. Donc la partie agriculture, et puis c'est un peu lié à la partie aménagement du territoire, c'est-à-dire nos villes. Qu'est-ce que l'on fait de nos villes? Et dans cette particularité-là, moi, il y a deux philosophies qui pourraient cohabiter peut-être, mais il y a celle de la ville sur la ville, c'est-à-dire on arrête de prendre des terrains qui peuvent être cultivés ou qui peuvent être laissés comme ça simplement, mais on rajoute de la ville sur la ville. Donc j'ai l'impression qu'avec ça, on va tendre aussi le nombre de personnes au mètre carré, donc les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de résilience au niveau ou de robustesse par rapport à l'alimentation, aussi bien en eau qu'en nourriture. Et puis l'autre côté qui est ramener la ville à la campagne, mais qui là, obligatoirement, si on prend des petites villes qui ont 10-20 000 habitants et on dit la solution, c'est pas de faire passer des métropoles qui sont à 500, 1 million d'habitants à 2 ou 3, 4 millions comme on voit ailleurs, mais c'est peut-être de ramener, alors ça part aussi d'activités économiques dans ces territoires-là, dans les villes moyennes, mais si on dit ramener de l'activité dans les villes moyennes, il y a aussi de la construction à faire dans ces villes-là. Voilà. Et j'ai l'impression que ces 2 philosophies qui toutes les 2 ont des arguments, qui toutes les 2 ont des faiblesses. Et à un moment donné, je pense que si un gouvernement doit mettre un cap pour 2050-2100, parce que je suis un peu long, désolé, mais le déplacement des populations de la campagne vers les villes a pris à peu près 2 siècles, à partir de la partie industrielle. Mais aujourd'hui, l'inverse, il doit être fait, on n'a pas 2 siècles devant nous. Donc pour moi, qu'est-ce qu'on fait dans les 30 prochaines années? Est-ce qu'on fait des méga buildings, des méga constructions pour économiser les sols? Ou est-ce qu'on répartit la population française dans des endroits où elle sera plus résiliente au niveau de la nourriture, plus résiliente au niveau des liens sociaux aussi? Parce que faire du lien social dans une grande ville, c'est compliqué. Faire du lien social dans des villes moyennes, voilà, tous ces sujets-là. Voilà, donc libre à toi de nous parler d'adaptation. Et si tu arrives à orienter vers la partie comment on se nourrit et comment on vit ensemble. Donc le vivre ensemble, c'est typologie de ville 2050, plus de métropoles parce qu'on a moins artificialisé les sols, ou on retourne un petit peu dans les villes moyennes pour recréer aussi du social, de l'activité autour. Ouais, y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà, oui, effectivement, le concept de robustesse est extrêmement puissant. C'est un concept qui vient du biologiste Olivier Hamann, et donc en fait l'idée de la robustesse, c'est de s'inspirer, on va dire de manière générale, du vivant, puisqu'en fait la robustesse s'oppose à l'efficacité. La vision de Olivier Hamann est de voir en fait nos sociétés comme des sociétés humaines, en tout cas qui ont maximisé l'efficacité de tout ce qu'elles réalisent, et donc ça provoque énormément de désagréments, puisque en fait une efficacité maximum, c'est aussi un maximum de prédation, un maximum de surexploitation, et pour aller très vite, une surexploitation du travail de chacune, chacun, et des ressources qui permettent la production matérielle. Et en fait, ça nous donne une société où, dans les Sud globales, on a une exploitation très importante de toutes les ressources minérales et du travail des populations du Sud global pour permettre en fait, aux populations occidentales d'avoir des bullshit jobs, puisqu'en fait c'est quelque chose de fondamental aussi dans cette dichotomie qu'il y a et qu'il faut réactiver, dont il faut parler pour ne pas être cantonné simplement la tête sur le guidon dans la vision française sur ces éléments-là. Donc l'idée de la robustesse, c'est de s'inspirer du vivant. En fait, le vivant n'est pas du tout efficace dans ce qu'il réalise, et c'est assez perturbant en fait quand on regarde ça. Le meilleur exemple que vous avez là-dedans, c'est notamment la question des arbres, par exemple. Vous mettez 2 arbres dans un écosystème, on va dire, riche, et en fait, vous regardez ce qui se passe quand on enlève un de ces 2 arbres.
Quand on enlève un de ces deux arbres dans un écosystème riche, les racines du premier arbre vont s'étendre, ce qui va dire en fait que les deux arbres étaient en concurrence et donc cherchaient effectivement, on va dire, l'efficacité des ressources, etc. Mais prenons ces deux arbres-là et mettons-les maintenant dans un environnement type désert ou avec très peu de nutriments et de minéraux et enlevons un de ces arbres-là. Et là, la surprise est totale puisqu'en fait, l'arbre qui reste ne va pas prendre sur le canyon de l'arbre qu'on a déraciné, mais au contraire, ces racines vont se réduire. C'est-à-dire que ces deux arbres, en fait, dans une situation de pénurie, ils étaient en train de coopérer, d'accord? Et donc, toute la marche du vivant sont des choses comme ça. De même, quand on voit la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par les végétaux, elle est de l'ordre de quelques pourcents. Et donc, en fait, on se dit, mais pourquoi ces sociétés, pourquoi le vivant n'est pas dans un paradigme d'efficacité? Et en fait, la réponse à ça, c'est qu'il est dans un paradigme de robustesse, où, si on peut sortir il y a toujours le débat sémantique avec la résilience, mais grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, le vivant sélectionne les espèces qui sont le plus à même de s'adapter à plein de situations possibles. Puisqu'une espèce hyper performante sur quelque chose, elle va en général se reproduire, devenir dominante et donc en fait éradiquer les espèces qui sont en dessous dans sa chaîne trophique et en particulier, et donc ne plus avoir à manger et donc mourir. Et donc en fait, les espèces hyper performantes ne font pas l'objet, en tout cas, de la sélection naturelle. C'est quelque chose qu'il faut notamment, qu'on n'a pas en tête parce qu'on a une mauvaise vulgarisation en tête des théories de Darwin, en particulier des éléments de compétition dans la vision mainstream des théories de Darwin, fausse et erronée. C'est que en fait, les individus dans la nature, mais aussi entre les groupes humains qui survivent, qui se reproduisent, sont les individus les plus compétitifs. C'est la compétition, la loi de la jungle. Or, c'est faux. Ça, en réalité, il y a un cycle qu'on appelle le cycle pénurie-abondance, qui est décrit dans un livre de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui montre qu'en fait, dans une situation de pénurie ou de crise, prenons les groupes pour des groupes humains, mais c'est la même chose dans le vivant, en fait, les groupes humains qui vont être sélectionnés dans cette situation de pénurie ou de crise sont les êtres humains qui ont institutionnalisé l'entraide au plus haut degré de leurs différentes institutions. Parce que quand la crise va arriver, en fait, le groupe qui va s'en sortir, c'est celui qui aura le plus grand nombre de personnes qui seront en mesure de se préparer ensemble de façon coordonnée. Alors que si la crise vient frapper un groupe humain avec une assez faible cohésion, eh bien, on va être dans la compétition pour les ressources, dans la pénurie, et donc une dislocation complète du groupe, ce qui empêche d'avoir la capacité du nombre pour réagir à la pénurie, pour réagir à la crise qui vient. Et en fait, le mécanisme de l'entraide, c'est le mécanisme qui crée l'innovation, c'est le mécanisme qui crée l'adaptation au milieu en réalité. C'est l'entraide, c'est-à-dire le nombre et l'organisation du travail du nombre pour l'intérêt général qui crée de l'abondance. Malheureusement, cette abondance, en fait, elle va permettre du coup une forme d'adaptation au milieu, et cette forme d'adaptation au milieu va avoir pour conséquence progressive une dislocation des mêmes institutions d'entraide parce que, en fait, quand il n'y a plus de menaces, progressivement, les individus du groupe ou des bouts de groupe vont essayer d'extraire de façon plus importante au milieu et de s'accaparer les richesses et d'avoir du coup une forme de sélection, il y a une forme de sélection sur les individus les plus compétitifs du groupe dans les situations d'abondance. Et donc en fait, la compétition va recréer la situation de pénurie. C'est ça le cycle pénurie-abondance. C'est situation de pénurie-crise, entraide, adaptation, abondance, compétition, retour à la pénurie. Et en fait, ça montre en fait que on a été sélectionné du coup sur ces deux mécanismes. Il y a une sélection naturelle sur ces deux mécanismes de compétition entre les espèces ou entre les groupes et d'entraide entre les espèces, entre les groupes. C'est quelque chose de plus complexe. Et en particulier, c'est assez puissant pour comprendre nos sociétés comme des sociétés qui sont à balancier entre des institutions de l'entraide et des institutions de la compétition. On y reviendra. Et donc fondamentalement, s'il y a une solution
solution un peu large, un peu philosophique à prendre en compte, c'est que face aux crises qui vont arriver liées au changement climatique et qui sont déjà là, il va falloir qu'on trouve des moyens de sortir d'une société en fait où on institutionnalise au plus haut degré la compétition et qu'on revienne avec des institutions d'entraide et donc on organise l'entraide, sachant que ces réflexes d'entraide, ils sont encore là, encore présents dans notre population, en témoignent 2 événements, la mobilisation massive de milliers de personnes qui a eu lieu suite aux inondations de Valence, et également, moi je suis franco-marocain, donc c'est quelque chose qui m'avait touché, les mobilisations très importantes qu'il y avait eu au Maroc, notamment autour de la région de Marrakech, pour aider les populations sinistrées par le séisme qui a pris part en 2022-2023. Et donc, en fait, ce qui se passe pour l'adaptation, c'est qu'il faut à la fois faire de la prévention par la planification et une généralisation des réflexes d'entraide. Donc, sur cette question d'adaptation et de planification, c'est quelque chose qu'on peut décliner de façon sectorielle. Sur la question agricole, sur le manger, il va falloir qu'on arrive à reconquérir une forme d'agriculture qui soit sobre, plus sobre en engrais, plus sobre en pesticides, avec peut-être un peu moins de rendement, qui soit plus diverse et qui permette surtout de régénérer le cycle de l'eau. D'accord ? Un des principaux enjeux liés à l'agriculture, c'est d'avoir une agriculture plus robuste, plus résiliente, c'est-à-dire qui arrive à résister aux crises du monde fluctuant, mais qui ait aussi une empreinte hydrique qui permette le partage de l'eau. Et en particulier, il y a un paradigme qui s'appelle le paradigme de l'hydrologie régénérative, qui vient d'une association qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative, dont la présidente est l'hydrologue Charlène Descolonges. Et en réalité, c'est une idée de transformer notre agriculture, transformer nos sols en particulier, en utilisant la topographie des lieux. L'idée, c'est d'aménager la parcelle agricole en y incluant des baissières, en y incluant des petits lacs, etc., pour qu'en fait la circulation de l'eau sur ces parcelles soit la plus lente possible. Si cette circulation de l'eau est lente, elle va réinfiltrer progressivement les sols et donc re-remplir les nappes et non pas dévaler, ruisseler et donc provoquer en fait une partie d'inondation. En tout cas qui peut provoquer des inondations. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ce paradigme de l'hydrologie régénérative, il y a une gestion effectivement horizontale de la parcelle agricole, c'est-à-dire ces différents investissements en termes de topographique, donc baissière, etc., pour lancer le cycle de l'eau, mais il y a aussi la gestion verticale, et la gestion verticale, c'est l'inclusion des solutions plus classiques d'agroécologie et d'agroforesterie et de permaculture, etc. C'est une question plus biologique, on va dire, de redonner de la vie dans les sols. Vous savez que les sols sont extrêmement uniformisés par le fait qu'on a des pesticides et des engrais qui tuent en fait les organismes non désirables, mais qui ont bien entendu un rôle dans l'écosystème et dans sa résilience, mais également qui vont provoquer des sols qui sont très déséquilibrés en termes de nutriments, puisque en fait quand vous avez une production agricole génétiquement homogène sur une parcelle de terrain, eh bien en réalité elle va pomper les mêmes minéraux. Et donc en fait vous allez avoir des excès de certains minéraux et nutriments, et vous allez avoir des excès de certains minéraux et d'autres minéraux qui seront beaucoup moins importants. C'est-à-dire c'est comme si on avait une classe avec des denrées alimentaires, un grand goûter quoi, où il y aurait plein de choix, mais tout le monde mangerait que des M&M's, et donc on viendrait, tout le monde se battrait pour avoir les M&M's. Voilà. Et tout le reste en fait viendrait pourrir et être jeté à la poubelle. Ça n'a pas de sens. Il faut des choses en fait beaucoup plus raisonnées sur nos sols et donc avoir des choses qui permettent de les régénérer. Les pratiques d'agroécologie sont des pratiques notamment qui mettent en lien notamment des rotations de culture qui permettent du coup de faire une rotation des nutriments qui sont absorbés et qui sont réintégrés dans le sol progressivement. Et il y a également toutes les pratiques d'agroforesterie, c'est d'inclure des arbres aussi qui vont avoir un effet notamment sur la perméabilité du sol, sur sa capacité à séquestrer de l'eau. J'y reviendrai, mais en fait les arbres sont les meilleurs climatiseurs qu'on ait. Dans un arbre mature, ça évapotranspire quasi 100 de litres d'eau par jour en général. Et donc en fait l'agroforesterie va permettre de réintégrer des nutriments différents, permettre de capter plus d'eau aussi dans le sol et également fournir des ombrages et des ombrages de protection qui peuvent être
intéressant pour les végétations, pour les champs, mais aussi pour les différents animaux les différents animaux, les pâturages en réalité. Et on peut avoir aussi tout un tas de techniques, donc pâturage tournant dynamique, etc. Donc, il faut une agriculture qui produise, qui régénère les sols et qui produise de façon diversifiée dans un objectif de souveraineté alimentaire et avec un équilibre lié à ça. Aujourd'hui, en fait, si jamais il y a une grande crise, notamment que les camions sont paralysés, soit par événement climatique ou par crise géopolitique ou par même peut-être un mouvement de grève important, eh bien Paris n'a que 7 jours, en tout cas la région Île-de-France, et Paris, je crois, n'a que 7 jours de réserve de nourriture. Donc tout ce système est basé sur un flux tendu, une efficacité, et il va falloir le faire tourner vers une forme de robustesse, et la seule façon d'organiser ça, c'est une planification un peu à toutes les échelles de ces éléments-là. Moi, par exemple, je suis un grand avocat pour faire bifurquer le monde agricole de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça se base sur l'idée qu'en fait, on aurait chacun une carte vitale avec 100 € par mois en monnaie marquée que nous ne pourrons dépenser que chez des productrices et des producteurs qui seraient conventionnés. Et comment seraient-ils conventionnés? Ils seraient conventionnés par en fait des mini-conventions citoyennes pour le climat, si vous voulez, c'est-à-dire en fait localement, par exemple à Nice ou bien sur le 12e arrondissement de Paris, disons, on aurait un groupe qui représenterait les assurés de la sécurité sociale de l'alimentation et les producteurs, et les deux se mettraient d'accord sur des critères de conventionnement, c'est-à-dire sur les différents types de productrices et de producteurs et de production qui auraient accès à ces 100-150 € de monnaie marquée. Et donc ces critères de conventionnement démocratique, c'est un outil absolument inestimable pour enchaîner une dynamique vertueuse, c'est-à-dire qu'en fait, on sortirait les producteurs marginaux de la marginalité. Les producteurs aujourd'hui vertueux sont des producteurs marginaux parce qu'ils ont des coûts de production plus importants que la grande distribution. Si on donne cette carte vitale de 100 € par mois et par personne, ça fait un marché de 80 milliards qui est en fait le tiers de grosso modo de l'argent qui circule, du chiffre d'affaires de la grande distribution en général et de l'agro-business. Et donc vous avez cette chose qui est super, c'est-à-dire qu'en fait vous créez l'alternative et vous forcez le système à bifurquer vers cette alternative. Vous n'êtes pas dans on va juste s'attaquer au système sans créer l'alternative, ou vous n'êtes pas on va créer l'alternative et puis on va le laisser en concurrence contre le système qui a des économies d'échelle plus importantes et donc fondamentalement qui est plus compétitif et qui restera plus compétitif. Parce qu'il a des méthodes qui sont faites, notamment rendement très important, pesticides, etc., qui sont faits pour être efficaces. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une forme de robustesse. Ensuite, il y a du coup cette question des villes. Alors, les villes, l'enjeu principal des villes, c'est de résister au trop chaud et au trop d'eau. Pour résister au trop chaud et au trop d'eau, il n'y a pas le choix, il nous faut des trames bleues et des trames vertes en ville, c'est-à-dire qu'il faut désimperméabiliser largement nos sols pour les rendre à nouveau perméables. On revient sur cette question des sols. Comment faire? Une trame verte et une trame bleue, ce sont en fait des corridors de biodiversité. Ce sont des choses très simples, c'est des parcs, des marais, des lacs, des pelouses, des prairies. En fait, c'est de remplacer du béton par de la vie, par de la végétation. Et en fait, ce sont des écosystèmes qui vont faire de la climatisation en ville parce que c'est une loi de physique assez basique. Quand vous avez une augmentation très importante, quand vous avez de la température simplement, donc une énergie solaire, c'est ça de la température, c'est de l'agitation des molécules d'air, et cette agitation des molécules d'air, cette chaleur, cette énergie solaire, elle peut soit servir à chauffer l'air, soit servir à évaporer ou à évapotranspirer l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez plus de trames vertes et de trames bleues en ville, vous avez moins d'énergie qui sert à chauffer l'air et qui sert à chauffer le béton, et plus d'énergie qui sert à évaporer l'eau des trames bleues et évapotranspirer l'eau des trames vertes. Et donc, en réalité, c'est exactement ce qui se passe quand vous sortez de la douche. Quand vous sortez de la douche, vous êtes vous avez froid. Pourquoi? Parce que l'air qui est chaud ne va plus servir, l'énergie solaire de façon plus générale, ne va plus servir à réchauffer votre peau, mais elle va évaporer la goutte d'eau qui est sur votre peau. Et donc en fait, vous avez froid à l'endroit où il y a cette évaporation. C'est également le rôle que prend la transpiration. Votre corps transpire
quand il a trop chaud, parce qu'il faut qu'une partie de l'énergie solaire ne serve plus à chauffer votre corps, mais serve à évaporer une partie de votre eau. Et donc en fait, l'idée c'est ça, c'est de laisser la ville transpirer. C'est ça le paradigme des trames bleues et des trames vertes. C'est-à-dire en fait permettre à ce que la ville ne soit plus un chauffage urbain, du fait de l'effet îlot de chaleur urbain. L'effet îlot de chaleur urbain, c'est simplement le fait qu'on dans un sol imperméabilisé, vous allez garder la chaleur en surface et le réémettre en soirée. De même, dans la ville, vous avez tout un tas de sources de chaleur locales. La première, c'est les voitures qui vont cracher du chaud du fait des moteurs thermiques. Et la deuxième, ce sont notamment les sorties de climatisation qui se généralisent, parce qu'une climatisation c'est en fait un frigo inversé, et donc vous allez faire plus froid chez vous mais vous allez recracher du chaud en extérieur. C'est la magie de la thermodynamique, il y a toujours une source chaude et une source froide dans tous les dispositifs de climatisation ou de refroidissement de température. Donc voilà, il y a ces thématiques-là extrêmement importantes. Il y a aussi une thématique à mettre en œuvre immédiatement et de façon très volontaire, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Cette rénovation thermique aujourd'hui, elle a beaucoup de retard, et surtout, cette rénovation thermique des bâtiments, elle doit prendre forme, en particulier dans les différentes, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Les passoires thermiques, ce sont des bâtiments qui sont très mal isolés et donc qui ont pour conséquence des factures d'électricité très importantes des factures d'électricité et de chauffage en réalité très importantes pour les habitants de ces passoires thermiques. Un trop froid en hiver parce qu'on n'allume pas forcément de chauffage ou parce que c'est beaucoup trop cher, du coup, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et malheureusement, ces passoires thermiques vont se transformer en bouilloires thermiques en été, c'est-à-dire qu'en réalité, avec le changement climatique, vous allez avoir très chaud chez vous, puisque en fait, ce type de bâtiments ont la très mauvaise idée de ne pas garder la chaleur en hiver, par contre, de la garder en été. Donc il y a très peu de circulation des éléments-là. Et c'est quelque chose qui est aussi assez important à souligner, c'est que ces deux caractéristiques, effet îlot de chaleur urbain, forte artificialisation et mauvaise isolation des bâtiments, c'est quelque chose qui est extrêmement marqué sur les quartiers populaires et les quartiers pauvres en particulier. C'est-à-dire les quartiers où en fait, notamment toute la grande couronne d'Île-de-France, qui sont des zones extrêmement artificialisées, et donc ça donne un petit peu ce qui est marqué fondamentalement dans les rapports du GIEC, c'est qu'en fait, les personnes qui sont racisées en général, ou aussi les minorités de genre ou bien les femmes en général sont plus touchées par les effets du changement climatique parce que ce sont des populations qui sont plus vulnérables, en particulier économiquement, et qui sont géographiquement, en tout cas en France, assignées à des espaces extrêmement touchés, plus touchés par le trop doux et le trop chaud, parce que très forte artificialisation, notamment je crois que le chiffre pour Aubervilliers, c'est il y a un rapport de 1 à 10 entre Paris et la ville d'Aubervilliers, qui est dans le 93, donc qui est très proche de Paris, qui s'atteint en métro, sur la quantité d'accès à des espaces verts par habitant. D'accord, c'est un rapport de 1 à 10 sur ces accès-là. Et donc, en fait, vous avez une dimension très socio-économique en réalité, et qui est sur cette vulnérabilité au changement climatique. Et effectivement, il y a tout le paradigme de la construction. Il y a le souci de l'artificialisation. S'il faut désimperméabiliser, il faut ne plus artificialiser aussi. Aujourd'hui, en France, on artificialise environ 20 000 hectares par an. C'est l'équivalent d'une métropole comme Dijon chaque année qui part sous le béton. Et c'est 20 000 terrains de foot aussi, un hectare, un terrain de foot. Et donc, en fait, cette dynamique-là, elle prend place surtout autour des grandes villes. On a une attraction extrêmement importante dans les grandes villes. Et donc, en fait, une volonté, on repousse toujours plus loin les populations qui veulent s'installer parce qu'en fait, il y a une très grosse pression. Et notamment autour de Paris, autour de Lyon, autour de Marseille, autour de Bordeaux, autour des grandes métropoles. Et à côté, on a une désertion du reste de la France et notamment de tous les territoires qu'on appelle très, très grossièrement la diagonale du vide, mais c'est en fait des territoires qui sont de plus en plus en train de vieillir, en train de se dépeupler parce qu'on a un aménagement du territoire et surtout des activités économiques hyper concentrées sur un certain nombre de grandes villes ou de métropoles.
Et de fait, il va nous falloir organiser effectivement une forme de démétropolisation, parce que en fait, cette artificialisation des sols, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et qu'on a des besoins de logement qui vont augmenter encore un petit peu, parce qu'il y a la dynamique démographique, mais il y a surtout des dynamiques sociales en cours, notamment la dynamique de décohabitation qui fait qu'on demande plus d'espace, enfin qu'on vit moins les uns avec les autres, etc., qu'il y a plus de divorces, bien entendu, et donc il y a plus de besoins. Il y a une étude de Carbone 4 du cabinet de conseil Carbone 4 qui propose une vision de ce qu'il faudrait faire pour canaliser ces besoins de construction d'un scénario où on serait en sobriété foncière et d'un scénario où on irait plus volontairement vers des chiffres de logements importants. Les chiffres de logements sont extrêmement importants. Dans les scénarios de sobriété foncière, on serait quand même à 100-200 000 logements construits par an, et dans les scénarios de fort besoin de construction, on est à 400 000, 500 000. Donc c'est quand même des chiffres qui sont extrêmement importants sur les différents besoins de construction. J'ai juste une question sur ça, justement, sur l'habitabilité. Donc on l'a bien compris, effectivement, socialement, il y a plus de divorces. Démographiquement, on a tendance peut-être à baisser. Et certains chiffres, alors bien sûr ils ne sont pas placés au bon endroit, mais Jean Covici en parle souvent, il y a suffisamment de logements en France pour tout le monde, mais ils ne sont pas au bon endroit. C'est sûr qu'on ne va pas aller habiter dans un petit village de 500 âmes à je sais pas, 60 km de Paris si on travaille à Paris. Et justement, est-ce que là, il n'y a pas une piste qui prendrait du temps, hein, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 5 ans ni 10 ans, mais d'arriver à remettre de l'attractivité, comme tu l'as dit tout à l'heure, les métropoles sont attractives tout simplement parce qu'il y a du travail, essentiellement, et puis il y a de l'activité culturelle et commerçante. Est-ce qu'une des solutions ne serait pas, mais là il y aurait quand même de l'artificialisation des sols, puisque si on prend une ville moyenne de 20 000 habitants et qu'on veut la faire passer à 60 000, il va falloir construire. Mais aujourd'hui, cette construction, on les fait autour des métropoles où on crée des ghettos, entre guillemets, hein, enfin des zones où on éloigne les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville. Et on crée aussi une faiblesse par rapport aux approvisionnements. Est-ce qu'on veut demain que la France soit 5 endroits où il y a la taille de Paris avec 7 jours de vivre, ou est-ce que demain on veut arrêter les métropoles là où elles sont aujourd'hui et essayer de faire, il y a eu après le Covid des gens qui ont voulu partir à la campagne, mais c'était peut-être trop la campagne, quelque chose en intermédiaire, c'est-à-dire des villes où on arrive à mettre une activité professionnelle, enfin de construction, pas forcément de l'industrie comme on l'entend, mais en tout cas de la production de quelque chose qu'on relocalise, mais ça c'est d'autres discussions, et qui soit proche de l'eau potable à disposition, et aussi, alors peut-être pas à 100%, mais il y a une carte qui montre on va dire combien de temps ou quel pourcentage les territoires autour d'une ville peuvent proposer de survie de la ville. Et c'est dramatique. En France, il y a beaucoup, à part les petits villages, il y a beaucoup de toutes les métropoles. Donc je crois qu'à Nice, on est à 3%. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que... Voilà, mais c'est très bas, 9%. Ça veut dire que seul 9% de la population de Rennes pourrait survivre à ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire que 90% devraient disparaître. Et d'arriver plutôt à des villes qui serait, alors on ne veut pas être complètement en autonomie locale, parce qu'on peut quand même faire du partage dans un pays, mais arriver à, je ne sais pas quelles sont les limites acceptables, si c'est du 20, 30, du 40%, en fonction de la typologie aussi. Typologie à Nice, où d'un côté on a la mer, de l'autre côté on a les montagnes, c'est compliqué d'avoir de l'agriculture. Peut-être plus facile en Normandie ou dans la Creuse. Voilà. Et c'est cette question-là qui, moi, me tracasse, parce que c'est quand même un choix de société important aujourd'hui. Et si on veut être prêt dans 20 ou 30 ans, il faut le décider maintenant. Parce que si on continue à ramener des gens dans les villes, c'est pas dans 30 ans, il faut s'apercevoir que c'est l'inverse qu'il fallait faire, et inversement. Est-ce que là-dessus, tu as des études, tu as été réfléchi, tu as une proposition? Oui, j'allais dans ton sens. Quand je termine du coup sur l'étude de Carbone 4, c'est exactement cet élément-là, c'est que dans les deux scénarios de forte besoin de construction ou de sobriété foncière, en fait, on a l'espace pour canaliser les besoins de construction en plus, parce qu'il faudrait simplement mobiliser entre 70 et 80% des friches industrielles recensées sur le territoire sur lesquelles on pourrait construire. Donc il y a des possibilités de construire sans détruire de nouveaux écosystèmes et en utilisant les friches industrielles en particulier. Après, oui, effectivement, il y a le problème géographique de la disjonction entre la demande de logement à un certain endroit et la présence des friches industrielles sur l'endroit où on veut construire. De même, effectivement, comme tu le soulignais
justement, aujourd'hui en France, on a environ 3 millions de logements vacants, dont 1 million de logements en vacances durables. Les 2 millions autres, ça c'est un des chiffres de la Fondation Abbé Pierre, sont en vacances, on va dire, entre une location, un changement de propriétaire, etc., etc. Mais ça fait quand même 1 million. 1 million, c'est extrêmement important quand même. Et donc, en fait, en particulier, on se retrouve dans une situation où ces logements-là, effectivement, ils ne sont pas positionnés où on a besoin. Ils sont en fait des logements qui restent beaucoup des grands mouvements qu'il y a eu et qu'il y a encore vers la ville et vers le périurbain. Maintenant, il y a quand même une trajectoire progressive de retour un peu à la campagne avec tous les mouvements autour des néo-ruraux, mais c'est quelque chose qui n'est pas organisé, c'est quelque chose qui est aussi souvent vécu de façon un peu violente par les habitants des quartiers populaires ruraux. Et donc en fait, ce qu'il faut faire pour moi, c'est de retrouver redonner une forme d'attractivité à ces territoires. Et en fait, une des solutions concrètes, elle est peut-être pas un peu, on va dire ça, mais c'est de remettre des services publics en fait. La base de toute migration, et migration que ce soit dans un pays ou des migrations internationales, c'est qu'on empêche finalement les gens de vivre correctement chez eux ou dans lesquels ils habitent. Si on a notamment ces éléments-là, c'est parce que, en fait, avec la disparition de tous les services publics sur les territoires ruraux, il n'y a plus de postes, il n'y a plus de commerces locaux, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpital ou de système de santé, et ben, on se retrouve en fait avec des territoires qui vont être progressivement désertés et qui vont aussi devenir, qui le sont déjà, d'autant plus importants dépendant de la voiture parce que ça s'organise sur un modèle américain en réalité, c'est-à-dire on enlève les services publics et on concentre tout autour d'un hypermarché ou autour de la grande ville, etc. Donc la première chose à faire pour moi, c'est de remettre les services publics de base dans tous les territoires, c'est-à-dire des écoles, des maternités, des hôpitaux, la poste, en gros tous les services publics de base. Et ça permettra déjà d'avoir une dynamique où ces territoires n'auront plus à être, on va dire, pas fuis, mais en tout cas seraient dans des conditions en fait qui ne forceraient pas ou beaucoup moins le déplacement. Ensuite, la question aussi qui a provoqué aussi beaucoup ces mouvements-là, c'est la question de la désindustrialisation. Donc il y a une question de forme de relocalisation d'activités et des activités notamment de transformation qu'il faut qu'on arrive à remettre sur notre sol. Puisqu'en fait la géographie montre que en fait, dans tous les territoires industriels où on perd une industrie qui est de base, et en fait on crée un dépérissement du territoire. Et ça va dans ce que j'ai décrit dans le début de l'intervention, c'est-à-dire cette idée du néolibéralisme ou cette idée en fait qui nous vient de Ricardo, du duo Ricardo-Alan Smith, des avantages comparatifs, parce que fondamentalement, à quoi ça sert d'avoir une industrie en France puisqu'elle sera plus performante en Chine, au Vietnam ou même dans des pays on va dire, avec un coût du travail moins important de l'Union européenne. Et donc, fondamentalement, il faut trouver un moyen de remettre de l'activité économique en plus des services publics. Et tout se dépend, bien entendu. Il faut que les deux soient organisés en même temps. Donc, remettre des services publics, ça c'est quelque chose qui peut être organisé de façon volontariste par la puissance publique. En réalité, de façon pas si compliquée que ça, c'est simplement des éléments d'investissement et des éléments de recadrillage du territoire. Et les questions de relocalisation, ce sont des questions où en fait, il faut qu'on arrive à réindustrialiser sur des formes d'économie qui soient les économies du XXIe siècle, c'est-à-dire en fait des formes d'économie qui sont basées énormément sur la circularité et la sobriété. C'est-à-dire qu'il y a énormément, moi je pense, de gisements d'emploi dans la réparation des téléphones, dans la réparation d'à peu près en fait tous les biens manufacturés qu'on jette aujourd'hui. Tout le paradigme de la low-tech est une dimension hyper importante d'une relocalisation qui serait sobre et souveraine et qui augmenterait notre résilience parce qu'elle limiterait une partie des dépendances qu'on pourrait avoir à un flux continu d'énergie, de matière hyper efficace mais pas du tout robuste. Et donc il y a des formes de tous ces types de réindustrialisation pourraient permettre du coup de revitaliser beaucoup ces territoires qui sont en manque d'attractivité. Et moi je pense qu'il y a aussi une volonté
assez marquée de quitter les grandes villes qui vont devenir de toute façon de plus en plus invivables avec le changement climatique et les vagues de chaleur, mais simplement un peu de possibilité de pouvoir le faire concrètement. Il faut que les gens puissent travailler dans ces endroits-là, etc. Et puis on peut s'appuyer aussi sur des dynamiques assez importantes, qui est le fait que maintenant c'est plus facile de travailler en télétravail, le remote working, la vidéoconférence, etc. Ce qu'il faut faire aussi dans ces territoires, c'est du coup réintégrer des commerces de proximité, réintégrer des services publics, et puis choisir ensemble, collectivement, les productions industrielles que l'on veut réaliser sur notre sol. Produire pourquoi, produire pour quels éléments, voilà. Ça, c'est des questions qui s'ouvrent totalement au champ démocratique. La question de la démétropolisation est donc une question qui est quand même beaucoup encore à explorer. C'est un champ immense. De comment on fait, j'ai donné quelques pistes, j'ai essayé. C'est une question qui est encore ouverte dans la réflexion autour de dans les différents milieux que je fréquente et dans les gens qui m'inspirent pour donner les avis que je donne à cette heure-là. Et c'est une thématique que j'ai envie de travailler énormément, donc c'est une réflexion que je donne et qui est en cours. Ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement, tu avais parlé tout à l'heure dans ta question précédente de densifier les villes. Il faut quand même savoir que dans cette dynamique aussi de logements vacants, tous les logements de bureaux sont des logements qui sont occupés max 30% du temps dans l'année, voire moins. Et donc il faut absolument qu'on trouve un moyen d'utiliser la multifonctionnalité de ces bâtiments pour canaliser les besoins d'installation de services publics, les besoins de l'eau, simplement des gens de se loger. Et donc il y a ces éléments-là, il y a effectivement les questions de construire la ville sur la ville, et il y a une question aussi de développer de façon assez importante, ça va dans les trames vertes et les trames bleues d'ailleurs, l'agriculture urbaine. Un des penseurs de ça, c'était André Gortz notamment, André Gortz qui était un philosophe très important de la pensée de l'écologie politique, et en particulier c'est le premier vrai penseur, à mon sens en tout cas moi, auquel j'ai été en contact, de la décroissance. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il fallait faire des villes en fait avec une ceinture maraîchère, des villes de petite taille, oui, une dizaine de milliers de personnes, grosso modo, dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes, avec une ceinture maraîchère autosuffisante autour, des formes de production énergétique locales, type panneaux solaires, éoliennes, des accès à l'eau, etc., et des marchandises qui circuleraient entre les villes, puisqu'on ne peut pas avoir une autosuffisance complète en train. Donc il y a aussi une question très importante aussi de reprendre une souveraineté sur le fret ferroviaire, et donc de relancer énormément le fret ferroviaire pour des questions de résilience, notamment face aux différentes crises énergétiques, parce qu'on est dans une situation où on a une déplétion fondamentale des énergies fossiles et donc une augmentation importante anticipée de la fluctuation de leur prix. Voilà. Bon, ben c'est pas mal, on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a encore un sujet que tu voudrais aborder, que tu abordes dans ton livre et dont on n'a pas encore parlé? Oui, j'en ai parlé rapidement, mais je voudrais revenir sur cette notion d'entraide. Là, tout ce que j'ai donné comme mesures et sur lesquelles j'ai beaucoup parlé, ce sont des mesures plutôt de prévention, on va dire, ou des mesures en fait d'organisation de la robustesse. Et c'est des choses qui peuvent s'organiser par ce que j'appelle, ce que j'essaye de rassembler, de façon peut-être un peu grossière sous le terme de planification, mais pour moi la planification c'est quelque chose qui s'organise vraiment à toutes les étapes. La planification c'est pas un truc qui vient par le haut forcément, c'est un truc qui peut être organisé par le haut, mais c'est un truc qui s'organise aussi à l'échelle de la région, du groupe, de la commune, etc. En particulier, je reprends l'exemple de la sécurité sociale de l'alimentation pour dire que j'en ai décrit les modalités dans la version nationale, mais c'est quelque chose qui se construit par l'auto-organisation aujourd'hui. Il y a plein de caisses de sécurité sociale de l'alimentation qui se montent dans plein de départements pour expérimenter aujourd'hui concrètement les modalités de mise en place d'une institution comme ça. Et ça, c'est de l'entraide concrète. Et comment on organise l'entraide concrète? En fait, on prend exemple sur un déjà-là. Et ce déjà-là, c'est pas pour rien que je parle de ces questions de sécurité sociale, parce que la principale institution d'entraide qu'on a dans notre pays, c'est la sécurité sociale. Et aujourd'hui, la sécurité sociale, il y a quasiment un tiers du PIB marchand, voire plus, qui circule sous forme de cette économie de la sécurité sociale. Et comment naît la sécurité sociale? Elle naît sur les abîmes, sur les ruines, on va dire, fumantes de l'effondrement complet qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le Conseil national de la résistance
va généraliser un système qui existait déjà dans des syndicats de travailleuses et de travailleurs, notamment dans les syndicats d'électriciens et de gaziers, qui avaient en fait s'étaient auto-organisés pour collecter une partie des cotisations des travailleurs, les mettre dans une caisse pour payer ces travailleuses et ces travailleurs simplement un salaire en réalité lorsqu'ils étaient malades ou dans le cas de la retraite. Et en fait, la sécurité sociale naît comme ça, par la généralisation de quelque chose qui est né par l'auto-organisation. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans la version de la sécurité sociale de 1945, c'est que c'est un service public non étatique. Ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale. Ce sont les assurés eux-mêmes. En 1945, c'est une composition de 3 quarts des représentants du personnel, représentants des salariés, et un quart des représentants des classes dirigeantes ou du patronat qui vont prendre les décisions. Et donc fondamentalement, on est dans une forme de démocratie sociale, c'est-à-dire que le budget de la sécurité sociale est voté par les assurés eux-mêmes et on est dans une logique de cotisation sociale et non pas d'impôt. Et en fait, progressivement, cette sécurité sociale-là, qui tient encore aujourd'hui, donc c'est une institution de l'entraide, il y a un déjà là énorme, elle était quand même en partie subvertie, puisque aujourd'hui, il y a une partie de la sécurité sociale qui est financée par l'impôt, et donc sur lequel l'État intervient, et donc il y a une espèce de confusion des rôles entre les caisses de sécu et le financement par les cotisations sociales, et donc la gestion directe par les assurés eux-mêmes et par les salariés, et par rapport à la gestion par l'impôt lié à l'État et donc au corpus législatif, sur le budget de l'État. Et donc, en réalité, cette institution-là, et aujourd'hui aussi, on n'a plus bien sûr le 3 quarts, 1 quart, on est à la moitié, on est moitié-moitié entre représentants du salariat et représentants du personnel, et donc en fait, on est sur quelque chose qui est très favorable aux structures dirigeantes en fait. Ou en tout cas au patronat dans le rapport de force sur ces éléments-là. Mais bon, c'est une institution qui subsiste et qui est extrêmement puissante parce qu'elle se construit en prenant appui sur une crise. Et avec justement le monde dans lequel on rentre, le monde fluctuant, eh bien, on se retrouve dans une situation où on va devoir affronter des crises. Et en fait, les crises sont les meilleurs moments où on peut instituer un nouveau modèle, exactement comme la sécurité sociale a pris corps à ce moment-là. Et instituer, ça veut dire trouver des institutions et des institutions qui organisent l'entraide. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une institution qui crée de l'entraide parce qu'elle permet une réappropriation. Si on est dans une forme, de mon point de vue, si on est sur une forme d'inaction climatique aujourd'hui, c'est parce qu'on est dépossédé, en fait, de nos choix en tant que citoyennes, mais simplement aussi de personnes qui travaillent et qui produisent, du choix de ce qu'on produit et dans quelles conditions nous le produisons. Et donc, en fait, on est en permanence placé dans un rapport quasi infantilisant, d'accord ? On dépend du haut pour savoir ce qu'il faut produire, alors qu'on le sait, en fait, progressivement, on sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse pour réaliser la bifurcation écologique et beaucoup de gens ont la volonté de le faire. Mais simplement, on est bloqué dans un registre des petits gestes et des registres du plaidoyer, c'est-à-dire de demander aux structures dirigeantes de faire des choses, parce que fondamentalement, on est impuissant dans notre rapport, dans ce que nous produisons, etc. Et donc ça, c'est une forme de notre impuissance politique. Et donc la façon de se réapproprier cette capacité en fait à choisir ce que nous produisons, c'est créer, se mettre en mouvement, rejoindre des institutions qui recréent l'entraide de cette façon-là. Vous voyez que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une institution de l'entraide parce que fondamentalement, elle permet de se réapproprier la décision politique de ce que nous mangeons. Et l'idée, c'est de faire ça, en fait, de faire des sécurités sociales pour tous les besoins vitaux. Parce que dans le changement climatique ou dans l'effondrement en cours, si on prend la globalité, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'effondrement va disloquer les réseaux. Et les réseaux qui nous permettent de reproduire notre existence matérielle ou en fait simplement d'accéder à nos besoins vitaux, si on veut le formuler plus simplement. Et cet accès aux besoins vitaux, en particulier aujourd'hui, il est dans une logique qui ne permet pas d'être garantie à tous les citoyens. Il suffit de regarder en fait les queues qu'on retrouve devant les banques alimentaires, notamment depuis le Covid.
pour se dire qu'en fait, il faut absolument qu'on ait une forme de mise en commun plus importante. En fait, il faut remettre en commun, il faut refaire du commun, et refaire du commun, c'est assurer les besoins de vitaux de chacun, et cette organisation des besoins de vitaux de chacun, cette réappropriation des besoins de vitaux de chacun, en fait, c'est simple, c'est quelque chose qui va se construire, qui peut se construire et qui se construit déjà par la base. Et cette construction par la base, notamment de la sécurité sociale de l'alimentation, mais je parle aussi par exemple de formes de mini-conventions citoyennes pour l'eau qui peuvent exister, c'est-à-dire collectivement, comment on pourrait choisir de gérer mieux une ressource en eau sur un territoire. Ça, c'est des institutions qu'il faut créer pour notamment instituer la sobriété hydrique. Sur la sobriété hydrique, par exemple, moi ce que je propose, c'est qu'on utilise les agences de l'eau rééquilibrées pour faire voter et pour mettre en application des objectifs de réduction des consommations et de prélèvements qui soient en lien avec les évolutions du stress hydrique dans la région, donc les évolutions climatiques du stress hydrique, et donc en particulier qu'on réalise ces éléments-là en l'intégrant dans les contrats de délégation de services publics, en faisant des contrats de sobriété hydrique qui remplaceraient les contrats actuels, et on devrait choisir en fait, dans un corpus de contrats, au lieu de laisser l'asymétrie qui existe entre les villes et les délégataires de services publics, et puis l'inclure dans les objectifs des régies, et surtout avoir un budget qui descende sur les communes pour en fait faire des mini-conventions citoyennes pour l'eau, qui permettrait en fait localement d'allouer un budget pour réduire, pour tenir l'objectif qui est donné par l'agence de l'eau par la discussion démocratique à l'échelle locale, et donc l'émancipation, le re-empower, donc on réempouvoir en fait les citoyens dans les décisions démocratiques qu'ils prennent. Et ça, c'est aussi une forme de réappropriation de la science de façon démocratique. Ça permet de lutter contre le climato-scepticisme beaucoup, puisque dans le climato-scepticisme, il n'y a pas un rejet de la science en tant que telle, mais il y a un rejet des messagers et des élites et d'une transmission de la science qui est toujours très verticale, quasi autoritaire, et qui en fait laisse les citoyens dans un paradigme en fait très moral. Oui, il a raison, il n'a pas raison, mais en fait c'est pas ça la science. La science, c'est d'approprier des connaissances, de faire transmettre des connaissances à des citoyennes et citoyens pour qu'ils se sentent en pouvoir de prendre des décisions liées aux politiques publiques. Et c'est bien ça qui manque avec la Convention citoyenne pour le climat, on l'a bien vu. Ça a été une expérience incroyable, puisqu'en fait on a pris un panel de citoyens, donc comme dans toute société il y avait 30% de climato-sceptiques dans ce panel-là, et à la fin il n'y a plus aucun climato-sceptique, parce que ces gens-là ont eu accès à une connaissance scientifique détaillée, à des raisonnements détaillés, avec le temps de réfléchir, pas un traitement médiatique toujours basé sur le débat, mais simplement des faits, une exposition, un raisonnement, des preuves, des réfutations, le doute, bien entendu, ça fait partie de la démarche scientifique évidemment. Et à la fin, énormément des membres de cette convention citoyenne sont devenus en fait des acteurs hyper importants du climat, et c'est quelque chose qui arrive à plein de gens. Quand vous écoutez par exemple différents vulgarisateurs sur le climat, ça a fait le déclic chez plein de personnes d'écouter par exemple Jean-Marc Jancovici ou d'autres acteurs, et en fait une volonté en fait de mettre ensuite en accord son travail avec sa déontologie. Et donc le rapport, il est là aussi, il a réinventé dans notre rapport au travail, dans le temps que nous consacrons à une forme de travail salarié et de la façon dont nous voulons que s'organise ce travail salarié. Et donc, fondamentalement, la réponse, l'adaptation au changement climatique, c'est certes de la prévention et de la planification, mais c'est aussi, et c'est fondamentalement une réappropriation démocratique de nos choix de société, et en particulier de nos choix de production. Et pour ça, je pense qu'il faut réfléchir et se mettre dans toutes les initiatives citoyennes qui essayent de réinventer des sécurités sociales pour mettre en sécurité sociale nos besoins vitaux, mais aussi les communs qui sont partagés avec le vivant. Donc réfléchir en fait comment globalement on met en sécurité sociale l'alimentation, on met en sécurité sociale l'eau, on met en sécurité sociale le logement, on met en sécurité sociale la culture, on met en sécurité sociale l'habit, on met en sécurité sociale tout un tas d'éléments en fait qui sont essentiels à nos vies en tant que société libre, égalitaire et fraternelle. Voilà. Eh bien, c'est tout un programme. Merci pour ça. Écoute, Iliane, c'est parfait. Est-ce que, juste pour terminer, est-ce que, par exemple, tu aurais 3 personnes à me conseiller d'aller interviewer comme toi, pas forcément dans ta thématique, mais des personnes qui t'ont inspiré pour justement une vision, des gens qui pourraient apporter quelque chose sur une vision de la France d'ici 2050, dans tous les domaines, ça peut être dans l'emploi, dans le logement, dans l'habit, dans l'agriculture.
Alors, la première personne à qui je pense qui peut être vraiment intéressante à aller interroger, c'est une chercheuse en géopolitique du numérique qui s'appelle Ophélie Coelho et qui a une discussion très importante. En tout cas, elle essaie de mettre en circulation des thèmes assez puissants sur la question de la souveraineté numérique et du rapport que l'on a au numérique en termes de souveraineté en tant que pays occidental et notamment dans la France, et notamment le fait qu'on soit une colonie numérique américaine, et donc en fait à quel point ce sujet est important, comment le traiter, la question des câbles aussi dans les conflits géopolitiques. Toute cette question du numérique est de toute façon en général trop mal connue et souffre d'une vision claire, et je pense que Ophélie l'apporte par ses travaux, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre ces enjeux liés au numérique. La deuxième personne qui pourrait être intéressante à interroger, je pense que c'est Pierre Gilbert. Pierre Gilbert, c'est mon ami, c'est le fondateur de la plateforme Sator, et en fait Pierre, il a un propos très important sur ce qu'il appelle le géomimétisme, c'est-à-dire en fait les solutions inspirées du vivant, inspirées des cycles naturels pour préserver en fait le climat et la biodiversité, et surtout utiliser toute l'innovation qui existe dans la robustesse et dans le vivant pour du coup construire le monde qui vient, parce qu'en fait le vivant a tant de choses à nous apprendre encore, et en fait a déjà trouvé majoritairement toutes les solutions à tous les problèmes qui se posent. J'ai cité Olivier Amand, donc je ne vais pas le citer une deuxième fois, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant du coup sur cette analyse conceptuelle de de la robustesse et de sa contradiction par rapport à la compétition et à l'efficacité. Et la troisième personne auquel je pense, pour changer un petit peu, ça va être un philosophe qui s'appelle Alexandre Monin. Alexandre Monin parle dans son livre ça s'appelle « Politiser le renoncement ». Et c'est quelqu'un qui fait un travail extrêmement important pour moi pour la question du renoncement justement, et de ce qu'il appelle les communs négatifs et la fermeture des communs négatifs. C'est-à-dire en fait comment on se donne les institutions en tant que société pour juste renoncer à des choses. On ne sait pas renoncer à des choses parce que, moi de mon point de vue et de mon analyse, c'est parce qu'on est dépossédé de ce choix en réalité. Mais on n'a pas d'institution pour renoncer à des choses. Qu'est-ce qu'on fait d'une autoroute s'il n'y a plus de voitures dessus? Qu'est-ce qu'on fait d'une usine, d'une centrale à charbon? Qu'est-ce qu'on fait des travailleuses et des travailleurs qui travaillent dans une centrale à charbon? Qu'est-ce qu'on fait d'un territoire qui a été imperméabilisé dans tous les sens? Qu'est-ce qu'on fait d'une friche industrielle? Qu'est-ce qu'on fait d'une production agricole, d'une terre qui n'est plus fertile à cause des conséquences du changement climatique ou du développement des ravageurs? Et lui, il propose en fait une réflexion là-dessus, sur cette théorie des communs négatifs, et surtout de comment on peut se réapproprier démocratiquement ou questionner en tout cas les innovations technologiques qui nous arrivent. 5G, 6G, on n'en veut pas, pourtant ça arrive. Comment on fait pour que ces institutions, comment on se donne des institutions du refus ou d'une organisation différente, de fermeture des communs négatifs pour peut-être utiliser aussi les ruines de ces communs négatifs pour faire des choses qui soient positives dans le cadre de notre résilience collective ou de la construction de notre robustesse. C'est parfait. Yann Mondib, merci pour cette interview. Et bonne sortie de livre. Je le remettrai dans la vidéo et avant. Et puis au plaisir de se rencontrer une prochaine fois que je monte sur Paris. Au plaisir, merci à toi. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don, avec cerise sur le gâteau, une réduction fiscale de 66%. Les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, afin de discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels.
À très vite, merci.